Bien le bonjour, on est content de vous retrouver. Nous sommes sur le deuxième plateau d'EducPop TV. Ce sujet aujourd'hui, éducation nationale, confinement, tout de suite, générique. Pour ce sujet, trois invités de marque, Nathalie Destas, Stéphane Perrichon et Jean-Paul Delahaye. Bien le bonjour à vous trois, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Bonjour. Super. Nathalie, ça va? Stéphane, c'est bon? Très bien, ça va. Eh ben voilà, la connexion marche merveilleusement bien, c'est super. Tout de suite, vous ne connaissez pas mes invités? Eh bien, ça tombe bien. La question 30 secondes, c'est parti. Et ben voilà, la question 30 secondes, on va commencer par cette charmante jeune fille qui s'appelle Nathalie Destas. Comment ça va, Nathalie? Tout va très bien, merci. Je te remercie. Alors, en 30 secondes, professeur des écoles, formatrice, monitrice, raconte-moi pourquoi tout ça. Donc, 2 jours et demi par semaine, je suis maîtresse dans une classe de moyen grand à Verneuil-sur-Avre. Et 1 jour et demi par semaine, je suis sur la route pour accompagner les jeunes collègues qui entrent dans le métier, pour former les novices qui sont encore en master à l'INSPE et pour accompagner l'équipe de circonscription dans des projets innovants. Merci beaucoup et en plus, ça fait moins de 30 secondes, tu es parfaite. Stéphane, prof de sport, principal de collège, raconte-moi un petit peu. Bien, écoutez, pour moi, c'était une continuité. En fait, c'est juste le support qui change. Euh, Mettre en place les conditions de la réussite de tous les élèves, qu'on soit professeur d'éducation physique et sportive ou qu'on soit personnel de direction, c'est le même objectif. Essayer de rendre les élèves capables de gérer l'incertitude. Merci beaucoup Stéphane. Jean-Paul Delahaye, explique-moi un petit peu, mon ami, Oui. pourquoi l'éducation populaire après ton parcours ou en même temps? C'est pratiquement en même temps, puisque effectivement, j'ai fini ma carrière comme directeur général de l'enseignement scolaire aux côtés du ministre Vincent Peillon, et puis après une carrière de professeur d'histoire-géographie, j'ai été inspecteur d'académie, inspecteur général. Je suis maintenant retraité, mais il y a toujours eu un parallèle avec la Ligue de l'enseignement, puisque j'ai été moniteur de colonies, j'ai été directeur de colonies de vacances, et puis aujourd'hui, je suis administrateur national, et j'en suis très fier d'un grand mouvement d'éducation populaire qu'est la Ligue de l'enseignement, un grand mouvement qui porte les valeurs de citoyenneté, d'émancipation démocratique, républicaine et humaniste. Merci Jean-Paul. Tout de suite, on va commencer notre première rubrique. C'est vous avec Jean-Paul Delahaye. Jean-Paul, il y a quelques semaines, tu as écrit dans Libération en parlant du confinement, en parlant des inégalités. Je sais que c'est ton cheval de bataille. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors le confinement, ça veut dire des écoles fermées et ça veut dire des enseignants qui sont sans nouvelles de beaucoup d'élèves de familles pauvres, dont le silence les inquiète à juste titre. Alors, on a bien vu, il y a des initiatives gouvernementales, il y a aussi des trésors d'imagination déployés par les enseignants, par les personnels de direction, mais on voit que malgré cela, cette continuité pédagogique n'existe pas, ou alors elle est très difficile avec les enfants de milieux populaires. Cette continuité, d'ailleurs, on peut remarquer qu'elle existe davantage pour les familles qui appartiennent aux classes moyennes, aux classes favorisées, celles d'ailleurs qu'on nous montre régulièrement dans les journaux télévisés de 20 heures. On voit des parents qui sont au télétravail, qui sont en capacité d'accompagner le travail de leur enfant, des enfants à l'aise sur leur tablette, sur leur ordinateur, qui ont une imprimante, qui disposent d'une chambre personnelle et qui donc peuvent être en contact sans difficulté avec leurs enseignants. C'est pas exactement dans ce monde-là que vivent les pauvres. Pour les familles pauvres et leurs enfants, le confinement, c'est une catastrophe. Je crois que c'est ça qu'on peut le dire. D'abord parce que l'école, on l'oublie. C'est pas seulement le lieu des apprentissages.
L'école, c'est aussi une institution d'aide aux familles. Je vais essayer de le montrer dans mon rapport sur la grande pauvreté à l'école. L'école, c'est une sorte de premier recours face aux situations de détresse sociale que peuvent rencontrer les familles, leurs enfants. C'est un point de médiation aussi entre les familles, les organismes chargés de la politique médicale et sociale. C'est un lieu, et là, il y a des enseignants, chefs d'établissement, professeurs des écoles, ils savent ce que je veux dire. C'est un lieu où s'élaborent aussi des solutions grâce à l'engagement précisément et à la vigilance de ces personnels de l'éducation nationale. Et donc, c'est tout cela qui a disparu et qui est en train de disparaître avec la fermeture des écoles. Le deuxième point que je voulais évoquer avec toi, dans 15 jours, on doit reprendre l'école. Tu vois ça comment? Je crois que là, la situation qu'on vit, tous et toutes, n'a pas de précédent dans notre histoire. Et donc, je crois qu'il faut appeler à la plus grande prudence, une forme d'humilité aussi, avant de porter des jugements ou d'émettre, de donner des avis. Je crois qu'on est pris entre deux impératifs qui sont également fondamentaux. D'une part, réouvrir en effet les écoles, parce que leur fermeture, ça a créé d'immenses difficultés pour les élèves, notamment les élèves les plus en difficulté. La question n'est donc pas faut-il rouvrir les écoles, car la réponse est évidemment oui, il faut rouvrir les écoles, bien sûr. Mais la question c'est quand les rouvrir et surtout à quelles conditions. Et là, c'est le deuxième impératif. La réouverture des écoles doit évidemment se faire dans l'absolue garantie de sécurité sanitaire pour les élèves, pour les personnels, pour les familles. Et là, on le voit, beaucoup de points sont aujourd'hui en débat ou n'ont pas encore de réponse satisfaisante. Et là, évidemment, c'est aux autorités sanitaires de se prononcer et au gouvernement de se donner les moyens de garantir cette sécurité en étroite collaboration, bien entendu, avec les collectivités territoriales, avec les personnels, avec les familles. Donc, le déconfinement ne va pas être simple et je crois qu'il faut qu'on soit tous très, très conscients que c'est une situation totalement inédite et il va falloir que collectivement, on y travaille en garantissant, j'y reviens, la sécurité sanitaire des enfants, des personnels et des familles. Le troisième point que je voulais avoir avec toi, c'est, on a parlé de colonie éducative, t'en penses quoi et tu le vois comment? L'idée de séjour éducatif pendant les vacances est évidemment une bonne idée qui peut profiter à tous les enfants en général et puis à ceux dont j'ai parlé il y a un instant, c'est-à-dire ceux qui ont rencontré de très grandes difficultés pendant le confinement. Et donc, on peut concevoir en effet l'organisation de séjours éducatifs. C'est d'ailleurs une réponse, ça peut être une réponse à la discontinuité pédagogique, parce qu'on parle toujours de continuité pédagogique. En fait, il y a une discontinuité pédagogique dont ont souffert les élèves pendant le confinement. Mais cette réponse de séjour éducatif ne peut être construite qu'en étroite collaboration avec les acteurs de terrain, les associations, les collectivités. Et donc, si on peut dire oui, allons-y pour des séjours éducatifs de qualité pendant cet été, il faut impérativement, je crois, remplir plusieurs conditions. Donc, je vais en énoncer quelques-unes très, très rapidement. D'abord, que les organisations et mouvements d'éducation populaire, donc la Ligue de l'enseignement, bien sûr, dont c'est la vocation historique, soient associés à l'initiative de ces séjours éducatifs, et ça dès le début du processus, que le projet soit réellement éducatif, avec des apports culturels, sportifs, et donc qui ne soit pas uniquement centré sur le soutien scolaire, parce que la tendance pourrait être uniquement celle-là, donc il ne faut surtout pas que ça soit uniquement centré sur le soutien scolaire. Troisièmement, que l'encadrement, s'agissant par exemple des enseignants volontaires, mais aussi des éducateurs, soit sur chaque site qu'on va retenir pour l'organisation de ces séjours éducatifs, soit partie prenante du projet, et dès le début. Troisièmement, enfin, que la gratuité du séjour, gratuité du transport, soit décidée sur des critères sociaux, bien entendu, mais soit assurée aux familles les plus démunies. Si je me permets de faire donc cette petite proposition, il me semble que l'argent que l'on consacre au service national universel trouverait là une utilisation répondant pleinement aux impératifs du moment, autrement dit, serait beaucoup mieux employé. La dernière question que je vais te poser, parce que je sais que tu as un impératif dans quelques minutes, une autre visio. Le monde d'après pour toi, en quelques mots, tu le vois comment? Alors là encore, humilité, modestie, parce que le monde d'après, on va le construire ensemble, donc bien malin celui-ci.
qui sait exactement aujourd'hui comment sera le monde d'après. Dans le monde d'après, s'agissant de l'éducation, que je connais un tout petit peu, il me semble que ça ne pourra plus jamais être exactement la même perception que nous avons. C'est-à-dire que on l'avait eu, même avec énormément de difficultés, cette école que l'on essaie de construire à distance a inévitablement tissé des liens différents entre les élèves et leurs enseignants, entre les élèves eux-mêmes, entre les familles et les élèves. On a vu combien il était absolument nécessaire de modifier, de faire évoluer nos pratiques pédagogiques. Donc le monde d'après, dans le monde de l'éducation, devra évidemment tenir compte de cela. Je pense que le rapport entre les familles et l'école ne sera plus exactement le même, parce que les familles sont entrées beaucoup plus profondément dans ce qui est demandé aux enfants. On regardait les leçons, on regardait le travail, on regardait comment les professeurs travaillaient, on donnait des conseils à leurs enfants, plus ou moins difficilement, parce qu'on a vu évidemment que les élèves en difficulté ne pouvaient pas bénéficier de cette aide, mais il y aura sans doute à l'égard de l'école un regard plus exigeant, et positivement exigeant bien entendu, de la société à l'égard de ce que nous faisons dans notre école. Merci beaucoup de ta disponibilité, Jean-Paul. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Nous, Parfait. on a passé un bon moment avec toi et je pense qu'on te sollicitera sur d'autres projets. Merci beaucoup. Bonne visio pour tout à l'heure. Et puis, on se rappelle et quand on sera déconfiné, on se fera peut-être une bouffe. Voilà, tout simplement. Et bon courage à tous. Merci. Voilà. Vous veniez de voir la vision de Jean-Paul par rapport au confinement et l'éducation nationale. Tout de suite, une charmante personne qui fait des ateliers relais du côté de Verranon. Vous ne connaissez pas Ève, eh bien c'est bien dommage. Et elle va vous donner, elle, sa vision du monde d'après. Bonjour, je m'appelle Ève Chaplet et ça fait maintenant 7 ans que je coordonne un dispositif relais à Vernon, dans l'Eure. Alors, mon école de rêve, qu'est-ce que ce serait ? Eh bien déjà, dans mon école de rêve, il y aurait cours que le matin. Et encore, toujours en lien avec des projets. Le mot d'ordre, ce serait simple, ce serait pédagogie de projet, tout le temps, pour tout. Surtout pour donner du sens aux apprentissages. L'après-midi, l'école s'ouvrirait vers l'extérieur et sortirait de ses murs pour travailler en lien avec le monde des associations nationales et locales. Et puis pour éduquer nos futurs citoyens, leur prouver en permanence qu'ils ne sont pas simples apprenants, mais qu'on les considère dans leur ensemble, leur globalité, et qui peuvent toujours être en réussite. Dans mon école de rêve, il n'y aurait aucune honte à mélanger les âges, pour que certains élèves puissent avoir plus de temps pour acquérir certaines compétences, alors que d'autres puissent aller plus vite dans certains domaines. L'erreur n'y serait pas stigmatisée, mais valorisée, comme étant un moyen d'apprentissage, tout comme la différence. Dans mon école de rêve, les petits groupes de travail permettraient de créer un lien solide, de confiance et de respect mutuel avec le monde des adultes. Dans mon école de rêve, les jeunes seraient incités à rêver, à proposer des projets, à s'investir dans la vie de l'établissement en participant à la fabrication des repas, à l'entretien du lieu, à sa décoration, à la mise en place de clubs. La parole et les initiatives seraient toujours valorisées. Dans mon école de rêve, apprendre aurait du sens et les jeunes devraient se sentir citoyens du monde, ayant un rôle primordial à jouer pour notre futur à tous. Merci beaucoup Ève pour ce témoignage pour l'avenir. Tout de suite, notre deuxième rubrique, c'est qui ? Stéphane Perrichon, c'est parti. Bonjour Monsieur Perrichon, comment ça va ? Bien, et vous-même ? Moi, je suis avec des belles personnes, donc c'est toujours agréable de rencontrer des belles personnes. Avant de vous poser des questions, si on revient sur la discussion que j'ai eue préalablement avec Jean-Paul Delahaye et ce que vous avez entendu de Ève, ça vous inspire quoi ? Sur la problématique des familles qui sont peut-être le plus éloignées de l'école, on a dès le début essayé de construire des alternatives. Notamment en mettant à disposition pour ces familles chaque vendredi
des cours qui leur ont été donnés. Pour mon collège, on a à peu près 10%, un peu plus de 10% des familles qui sont passées chaque vendredi pour récupérer les documents fournis par les enseignants. Et puis, on a mis en place aussi une organisation du suivi pour les élèves. Alors, on est bien au Collège de l'Europe à Cormeilles, vous êtes le principal. Ça s'est passé comment et ça se passe encore comment, ce confinement, avec vos professeurs et vos élèves? Le démarrage, en fait, a été après une annonce, a été un vendredi. Donc, on s'est quitté un vendredi et il a fallu organiser dans cette journée du vendredi un certain nombre de choses. On a essayé de faire preuve d'adaptabilité sur cette journée-là, en réorganisant les choses et en préparant ce qu'on savait qui allait se produire, mais on ne savait pas grand-chose. Mais on a essayé en fait déjà de mettre en place des alternatives puisqu'on savait qu'on serait en confinement. On s'est axé sur trois idées. La première idée, c'est on fait au mieux. La deuxième idée, c'est on fait équipe. Et la troisième idée, c'était on garde le lien. Donc sur ce trépied-là, en fait, on a organisé les choses petit à petit dans différents domaines. Dans le domaine du suivi, j'en parlais. Puisque rapidement nous avons organisé le suivi de chacune des classes autour d'une articulation professeur principal, un professeur binôme et un assistant d'éducation référent de classe qui ont cherché à contacter par tous les moyens, téléphone, aussi par les mails, par la visio qui s'est mis en place petit à petit et calmement, puisque nous sommes arrivés avant les vacances à avoir 2 à 4 visios qui se sont mises en place pour l'ensemble de nos classes. Monsieur Perrichon, pendant ce confinement, qu'est-ce que vous avez fortement apprécié? Ce que j'ai apprécié, c'est véritablement l'implication de tous et le travail en équipe au sein de l'établissement, puisque dans le suivi des élèves, les équipes d'enseignement et de vie scolaire se sont fortement mobilisées pour garder le contact avec les élèves. C'est vrai qu'on n'a pas perdu d'élèves. Ils ont plus ou moins travaillé, et rencontré plus ou moins de difficultés, mais on a gardé le lien et tout le monde s'est mobilisé. Et puis c'est l'engagement de tous, y compris les familles et les élèves, dans cette adaptation à cette situation nouvelle. Donc oui, c'est ce que j'ai vraiment apprécié, ce que j'apprécie encore aujourd'hui, c'est cette forte mobilisation. Je vais vous poser la même question que j'ai posée à Jean-Paul Delahaye. Et le monde d'après, pour vous, ça se passera comment? Alors sur la question du monde d'après, du monde je ne sais pas comment les choses vont évoluer. Et le monde d'après va être différent. Mais sur cette évolution du monde d'après, je n'ai pas d'idée. On n'a pas d'idée non plus sur la façon dont cette pandémie va évoluer, comment les choses vont reprendre, comment elles vont s'organiser. Je pense que ça aura un impact fort sur le positionnement de l'école dans la société. Mais je n'ai pas d'idée sur la façon dont les choses vont évoluer par la suite. J'ai l'espoir que la confiance en l'école soit présente. Lundi, c'est la reprise. Ça va bien se passer? Pour les 15 jours à venir, pour la période à venir, on est fixé, c'est-à-dire qu'on est dans la continuité des 4 semaines précédentes.
Pour la suite, on n'a pas suffisamment d'éléments aujourd'hui pour dire comment les choses vont se passer. Merci beaucoup de votre disponibilité. J'espère que lundi, ça va bien se passer et que jusqu'à la fin de l'année, les élèves et vos professeurs et vous-même serez contents de finir l'année dans la joie et la bonne humeur. Bah, écoutez, on va tout faire pour. On va tout faire pour que les choses se passent au mieux pour nos élèves. Merci, Monsieur Perrichon. Merci à vous. Voilà, c'était le regard du lycée, du collège de l'Europe à Cormeilles. Avant de retrouver ma dernière invitée, c'est qui, c'est quoi, c'est surtout comment? Eh bien, tout de suite, notre charme de Pauline, vous la connaissez pas, elle est administratrice de la Ligue de l'Eure. Tout de suite, Pauline, c'est rien que pour vous. Bonjour, je m'appelle Pauline et pour représenter mon engagement au sein d'une association comme la Ligue d'éducation populaire, j'ai choisi un livre, pas n'importe quel livre, puisqu'il s'agit du deuxième sexe de Simone de Beauvoir qui représente mon engagement féministe. Mais au-delà de ça, dans un livre, on apprend toujours doublement. D'abord par le contenu, quoi que vous lisiez, cela vous nourrit, et ensuite on apprend à manier la langue, et quoi de plus important que les mots pour apprendre à défendre ses idées. Pour moi, l'éducation populaire, c'est ça. C'est se forger des idées, c'est s'indigner, c'est exercer son esprit critique et ensuite pouvoir partager, débattre et se faire entendre. Troisième rubrique, c'est quoi le Corona Devoir? Vous ne connaissez pas? Eh bien, c'est bien dommage pour vous. Allez, vous avez de la chance d'être sur le plateau avec nous. Et puis, on va rencontrer tout de suite Nathalie. C'est parti. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment ça va à Verneuil-sur-Avre? Écoute, tout va très bien. Ça se passe comment ce plateau télé? C'est agréable, c'est étonnant? Dis-moi en plus. C'est très intéressant d'entendre le point de vue de collègues du collège, parce que moi je suis maîtresse de maternelle. Et donc j'ai mon petit univers, j'ai mon point de vue. Et je trouvais ça intéressant d'entendre comment le second degré s'organise. Jean-Paul Delahaye, tu connaissais, tu avais déjà entendu parler Pas du tout. Okay. Une très Même belle si, personne. quelque part, on va dire que son sujet, c'est quelque chose qui nous touche, nous, enseignants au quotidien, parce que notre classe, elle est diverse et on rencontre tous les publics. Et évidemment, parmi mes élèves, il y a des élèves qui sont en situation de grande précarité. Allez, il y a des gens qui se sont connectés rien que pour voir le Corona Devoir. C'est quoi cette aventure? Raconte-moi. Écoute, quand on nous a dit jeudi soir, lundi l'école est fermée, j'ai eu 24 heures pour rebondir et trouver une solution pour garder un contact et assurer la fameuse continuité pédagogique avec mes élèves de 4 et 5 ans. Donc, j'ai un blog de classe que j'utilise très régulièrement pour communiquer avec les parents parce que finalement, en maternelle, il y a beaucoup de choses qui ne laissent pas de traces papier. Donc, je photographie beaucoup les activités des élèves et donc on communique comme ça par photo interposée. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser mon blog, on va continuer ce canal-là. Et puis, le soir, quand je suis rentrée à la maison, j'en ai discuté avec mon mari, mes enfants à table et mes enfants disaient, mais non! Il faut que tu fasses une chaîne YouTube. Les petits, ça regarde Baby Shark sur YouTube. Et là, oui, alors moi, je suis quand même à l'aise avec les outils numériques, mais une chaîne YouTube, c'était pas du tout, c'était pas du tout ma première idée. Et puis en fait, finalement, plus qu'une chaîne YouTube, j'ai décidé de faire un site internet parce que c'était plus complexe. Ça me permettait d'avoir plusieurs médias. Et donc, j'ai commencé dès le lendemain à me filmer pour assurer une continuité pédagogique sur tout ce qui est ritualisé. Parce que mes élèves sont jeunes et ils aiment leurs petites habitudes. Ils aiment leur classe, ils aiment leur mascotte, ils aiment la vie de la classe et les habitudes. Enfin voilà, quand quelque chose change dans la classe, ils le remarquent tout de suite. Et donc, j'ai voulu continuer à faire pareil que d'habitude. Donc, je suis retournée à l'école et avec ma webcam et mon ordinateur, je me suis installée devant mon tableau et j'ai fait la classe comme si mes élèves étaient là. En leur laissant des petits temps pour répondre, des petits blancs. J'ai fait un peu ma Dora l'exploratrice, comme m'a dit ma petite Lélia. Et ça m'a permis de garder un contact, d'éviter la rupture. Voilà, d'éviter la rupture avec mes élèves. Donc tu es la nouvelle youtubeuse de maternelle. Voilà, attention.
Je ne suis pas youtubeuse, mais on va dire que je suis aussi allée à la recherche de tout ce qui était déjà proposé sur Internet et sur YouTube, parce que malgré tout, l'offre est déjà très très grande. Il y a un peu de tout et de n'importe quoi. Donc, j'ai pris le temps d'aller regarder justement tout ce qui est intéressant, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui sont déjà sur les réseaux sociaux, sur Internet pour les élèves de maternelle. J'ai travaillé aussi en collaboration avec tout simplement mes collègues du département, parce que le groupe Sciences 27, le groupe Maths 27, finalement on a tous déjà beaucoup d'idées, on a déjà beaucoup de matériel, et au lieu de tout recréer, je suis plutôt allée piocher dans des choses qui sont déjà faites, qui sont excellentes, et je me suis permis de les partager à mes parents d'élèves. Alors la question qui me vient tout de suite, c'est tu as donné de l'information, tu as passé le savoir, mais comment on fait le retour? Alors, je suis quelqu'un de très bavard. Je suis quelqu'un qui aime la communication, qui communique beaucoup. Et de toute façon, déjà, à l'école maternelle, on est obligé de communiquer avec les parents, parce que déjà, on a les parents qui rentrent dans la classe. Contrairement à l'élémentaire, où à cause de souvent des plans Vigipirate, les parents restent à la grille de l'école. Chez moi, le matin, les parents déposent les enfants dans la classe. Donc déjà, on se voit, on se parle, ils ont l'habitude. Voilà, on a l'habitude de se parler. Ensuite, on a l'habitude de se parler aussi au téléphone, parce que quand on est petit et qu'on a un petit bobo, un petit souci, on s'appelle. Et donc, j'ai continué ça, en fait. J'ai continué à envoyer des SMS, des MMS, à téléphoner, à prendre des nouvelles, pour avoir un retour sur déjà le site, pour savoir qui venait, qui fréquentait. Parce que j'ai un nombre de vues, je sais combien de personnes sont venues, mais combien de fois, je ne le sais pas. Donc finalement, je garde malgré tout un contact direct et pas que virtuel avec mes parents d'élèves. Et depuis la semaine dernière, j'ai testé maintenant des visios avec des petits groupes d'élèves pour pouvoir être au point pour la rentrée et garder un contact vraiment direct avec les enfants. Alors tu m'évoquais les propos de ton collègue de collège et aussi de Jean-Paul Delahaye sur les enfants qui n'ont pas d'ordinateur, les enfants qui n'ont pas la possibilité de s'isoler pour faire les devoirs. Comment ça se passe de ton côté? Alors, j'avais déjà fait un petit sondage au cours de l'année scolaire, justement à propos du blog de ma classe, pour savoir qui avait un ordinateur, qui a une tablette. Et donc, tous les élèves de ma classe ont au moins un smartphone. Toutes les familles ont un smartphone. Environ la moitié de la classe regarde ce que je propose sur le smartphone, et pas sur un ordinateur et pas sur une tablette. Donc déjà, ça te donne quand même la tendance sur la manière dont il faut procéder, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des vidéos courtes, qui soient qui soient filmées en gros plan, parce que quand tu regardes sur un tout petit écran comme ça de téléphone, c'est quand même pas très pratique, avec un son qui est quand même assez clair, parce que quand on est une fratrie de 4, chacun sur un écran à regarder chacun une vidéo, parce que tous les élèves sont sur leur support numérique entre l'élémentaire et le collège. Donc voilà, j'ai essayé de trouver un format qui corresponde vraiment à l'élève de 4 ans en situation compliquée avec un téléphone. Ensuite, j'ai essayé de proposer des activités qui n'ont pas à être imprimées. Parce que j'ai des enfants, moi, de cycle 3, en CM1 et 6e. Et écoute, en 15 jours, j'ai fait comme tout le monde, je n'avais plus d'encre dans l'imprimante. Donc, j'ai essayé justement de pallier à ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de familles qui n'ont pas d'imprimante, tout simplement. Et donc, de présenter des activités qui peuvent être faites directement à l'oral ou sur papier crayon ou avec du matériel simple, mais sans avoir à imprimer. Et ensuite, j'ai 2 familles qui ne sont pas du tout rentrées dans le système, mais ça je le sais parce que je les appelle, Et à ce moment-là, je suis allée leur faire des photocopies de petites activités sur papier que je les déposais dans les boîtes aux lettres. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Pour toi, le monde d'après, comme disait Jean-Paul Delahaye tout à l'heure, l'école sera différente après ce confinement. Pour toi, le monde d'après, tu le vois comment? Écoute, je pense que mes élèves, ils vont vite retourner dans leur monde, leur petit monde à eux, leur petit quotidien, leurs petites leurs petites activités ritualisées. Je pense que pour eux, ça changera pas grand-chose. Je pense que pour les enseignants, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir vraiment mis en place tout un tas de nouvelles stratégies pour communiquer avec nos élèves, communiquer avec les familles, qu'on gardera certainement. Surtout en maternelle, parce que tu sais, on a peu de cahiers, on a peu de papier, on a peu de traces. Donc finalement, je pense que les enseignants ont trouvé de nouveaux canaux de communication. Et ensuite, je pense vraiment que le regard des parents envers l'école maternelle va vraiment avoir changé.
Parce que, tu sais, souvent on dit allez, chérie, amuse-toi bien. Et les parents laissent les enfants à l'école en pensant que à l'école maternelle, on joue. Et je Oui. pense que maintenant, ils vont vraiment avoir réalisé qu'on peut aussi apprendre, même quand on est tout petit, résoudre des problèmes, réfléchir, être créatif, parce que c'est ce que j'essaie de proposer aussi dans des défis au quotidien. C'est des activités dans lesquelles les parents vont accompagner leur enfant là-dedans, et donc ils vont comprendre ce qui se passe à l'école. Et je trouve ça intéressant. Alors, je comprends bien que tu es très très proche des parents, tu es très très proche des enfants et qu'ils te manquent. Si tu avais un petit message à leur passer, vas-y, lâche-toi, tu es sur la télévision et au moins ils pourront le voir en grand sur leur télévision. Allez, qu'est-ce que tu leur dirais? Écoutez, mes petits pirates, parce qu'on est la classe des pirates, je vous attends dès demain à 10 heures. Venez vous connecter sur le site de la classe dès demain à 10 heures avec des nouvelles activités. Et puis, faites de votre mieux. Comme je vous le dis tous les jours, si vous vous trompez, c'est pas très grave. On va le refaire, on va le refaire, on va encore le refaire. Et tu vas voir, comme tout le monde, tu vas y arriver. Merci beaucoup Nathalie de ton sourire et de tes envies de partager des choses. J'espère que le confinement va bien se finir et surtout quand tu vas revoir tes petits doux, tu les embrasses de ma part. Merci. Voilà, c'était Nathalie. Corona court, vous ne connaissiez pas, devoir, ça tombe bien. Maintenant, vous savez comment ça se passe. Et puis allez, j'ai une petite surprise. Vous n'avez jamais vu Nathalie sur YouTube, c'est rien que pour vous. 3 minutes de bonheur, c'est pour vous. Schnick, schnack, schnick, schnack. Ce sont les pirates, Schnick, schnack, schnick, schnack. les forts en attaque, Schnick, schnack, schnick, schnack. les rois du croche-patte, Schnick, schnack, schnick, schnack. du point de la claque. Bonjour les pirates, on commence une nouvelle journée d'école et pour ça je vous propose des petits jeux de virelangue, des petits jeux pour bien articuler. Première phrase, 3 tortues trottent sur un toit. Je répète, 3 tortues trottent sur un toit. C'est à toi. Tous ensemble. 3 tortues trottent sur un toit. Un virelangue en S. Silence. Ceci est un secret. Je répète. Silence. Ceci est un secret. À toi. Ensemble. Silence. Ceci est un secret. Troisième virelangue. T'es prête? Allez. Le crocodile croque des croquettes. Je répète. Le crocodile croque des croquettes. À vous. Tous ensemble. Le crocodile croque des croquettes. On les fait toutes les trois, d'accord? 3 tortues trottent sur un toit. Silence, ceci est un secret. Un crocodile croque des croquettes. Bravo! On continue avec la date? Donc hier, nous étions jeudi. Qu'est-ce qui vient après le jeudi? Le vendredi, c'est ça. Tiens, si on répétait un petit peu notre comptine des jours, alors vous devriez commencer à la connaître là. Hein. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Nous sommes vendredi, c'est ça. Vendredi écrit en capital, écrit en script, écrit en attaché. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 10 avril. Tu répètes après moi? Aujourd'hui, nous sommes vendredi 10 avril. Tiens, est-ce que tu sais quel jour nous étions hier? Est-ce que tu te souviens du jour d'hier? Hier, nous étions jeudi
9 avril. Très bien. Hier, nous étions jeudi 9 avril. Et demain, quel jour serons-nous demain? Demain, nous serons samedi 11 avril. En effet, parce que quand tu as 10 et tu en rajoutes 1, ça fait 11. Parfait. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de graphisme. La semaine dernière, dans le défi du week-end, je t'ai demandé, avec des objets que tu as trouvés chez toi, de réaliser des spirales. D'accord? Donc aujourd'hui, on va recommencer. Tu vas trouver à la maison des objets, des bouchons, ce que tu veux. On va faire des spirales, d'accord? Tu fais des spirales, je te remets un modèle en dessous. Mais après, je voudrais que tu t'entraînes à tracer des spirales au crayon, d'accord? Donc regarde. Tu as deux manières de faire les spirales. Ou tu commences grand et tu finis petit. Ou alors il y a des gens qui aiment bien commencer petit et finir grand. C'est un petit peu comme tu veux. Aujourd'hui, tout ce que je veux, c'est que tu t'entraînes. Le plus important, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui se... Parce que si tu fais ça, non, ça ne fonctionne pas. Moi, je veux vraiment une spirale. Moi, j'aime bien les commencer grandes. Alors regarde, je commence grand et je vais de plus en plus petit. Voilà, d'accord? On essaie de tracer des spirales et en dessous, je te mets une petite activité de graphisme pour t'entraîner. Un petit défi mathématique en photo. Regarde bien cette photo, c'est la photo de ma table, d'accord? Regarde bien cette photo. Je te raconte l'histoire. Aujourd'hui, je vais manger avec 3 personnes. Je vais manger à la maison, je prépare à manger pour moi, mon mari et mes 2 enfants. Donc, je suis moi avec 3 autres personnes. Est-ce que j'ai sorti assez de verres? Est-ce que j'ai sorti la bonne quantité de verres? Tu regardes. Si tu veux, tu peux mettre sur pause pour compter. D'accord? Est-ce que j'ai sorti la bonne quantité d'assiettes? Est-ce qu'il y a juste ce qu'il faut? Pas plus, pas moins pour nous, pour les assiettes, les couteaux et les fourchettes. Je te laisse vérifier et surtout, je te demande, si je me suis trompée, de me dire combien je dois en rajouter ou combien je dois en enlever. D'accord? Donc ce que tu fais, tu mets sur pause, tu regardes l'image et tu réfléchis. Un petit défi dessin d'observation. Tu sais maintenant faire des dessins d'observation, on en a beaucoup fait en classe, on a dessiné les lentilles la semaine dernière. Aujourd'hui, je te montre une photo de chenille. C'est la chenille du papillon le macaon. C'est celle que tu as vue dans le documentaire hier. Regarde sa photo. Et je te demande, avec un papier et un crayon, de faire son dessin. Alors, tu te souviens, pour faire un dessin d'observation, ce qu'il faut faire? Déjà, on regarde les couleurs qu'il nous faut. Aujourd'hui, un petit conseil, je n'ai pas besoin de rose. N'est-ce pas les filles? Tu prends les couleurs qu'il te faut, tu essayes de dessiner la forme, même si c'est pas parfait, c'est normal. Tu as vu, moi je ne sais pas très bien dessiner non plus. Mais c'est important que tu apprennes à regarder le modèle. Tu dessines la forme de la chenille et ensuite tu vas la colorier comme tu la vois là. D'accord? Les petits conseils du jour. Aujourd'hui, un petit peu d'art. Je vous propose 1 minute au musée. C'est un petit documentaire sur l'art, sur Arcimboldo. C'est un peintre dont on a déjà parlé à l'école. Et je vous propose un petit bricolage, un petit travail d'art visuel là-dessus. Comme d'habitude, je vous propose du sport, un petit peu de yoga rigolo, un peu de yoga québécois avec un drôle d'accent. Je vous propose également un jour une question, parce que je sais que les enfants, vous aimez ça. Et encore un peu d'anglais, tiens. Je vous donne l'âne trop que vous connaissez déjà, que j'ai trouvé en anglais sur Internet. Et enfin, en dernier, je vous mets une petite vidéo, la deuxième partie de la vidéo du Covid-19 expliquée aux enfants avec des Playmobil. Voilà, je trouve que c'est une vidéo qui est vraiment très mignonne parce que ce sont des enfants de votre âge qui l'ont faite. Ce sont des anciens petits élèves à moi et je trouvais ça vraiment très très beau ce qu'ils avaient fait et que c'était très clair la manière dont ils l'expliquaient. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à le partager avec les copains et les copines. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, travaillez bien et on se voit la semaine prochaine pour tout un tas de défis de vacances.
Allez, à bientôt! Schnick, schnack, schnick, schnack. Ce sont les pirates, Schnick, schnack, schnick, schnack. les forts en attaque, Schnick, schnack, schnick, schnack. les rois du croche-patte, Schnick, schnack, schnick, schnack. du point de